Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Marie-Roger Billois d'Africa International et Nadir Djenad de l'agence Reuters. Au sommaire, le Burundi, 16 ans après les premiers accords d'Arusha, c'est de nouveau la capitale tanzanienne qui sert de cadre au dialogue inter-burundais. Les États-Unis ont salué ce début de dialogue, qui n'en est pas un, puisque l'opposition n'y a pas participé. Les 4 jours de négociations auront juste permis au facilitateur, l'ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, d'écouter les représentants du pouvoir et leurs alliés. La prochaine rencontre est prévue fin juin. D'ici là, le médiateur espère rencontrer les protagonistes absents. L'Afrique du Sud, Jacob Zuma sauvé in extremis par le procureur général du parquet, Sam Abrahams. Ce dernier refuse de retenir les chefs d'inculpation qui visent le chef d'État sud-africain, déjà fragilisé par l'affaire du financement des travaux de sa villa de Kandla. Mais pour commencer, une réaction au lendemain des manifestations en RDC contre le report de l'élection présidentielle et le maintien au pouvoir de Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. La manifestation était autorisée à Kinshasa, mais interdite en province. Bilan de cette journée, 2 morts et de nombreux blessés. Hassan Diop, c'est un scénario qu'on a déjà vu. Oui, c'est un scénario qu'on a déjà vu. Et ce qu'il faut craindre, c'est la montée des tensions, évidemment, au fur et à mesure que l'on se rapproche des échéances. C'est-à-dire, en principe, M. Kabila devrait quitter le pouvoir à fin novembre ou plus tard fin décembre, à la fin de l'année. Et là, visiblement, il a obtenu le feu vert du Conseil constitutionnel pour se maintenir au-delà de la fin de son mandat si les élections venaient à être reportées. On s'achemine effectivement vers ce qu'ils appellent là-bas le glissement du calendrier électoral. Comment interpréter cette mobilisation des Congolais contre effectivement, en faveur plus exactement du respect de la Constitution et de l'agenda électoral? C'est que peut-être ils se sont rendus compte que ces Congolais qu'ils ne peuvent aujourd'hui que compter sur eux-mêmes, parce qu'on est face à l'ONU qui a une position ambiguë, qui préconisait un dialogue inclusif. Il y a l'Union africaine qui envoie un facilitateur, lequel facilitateur a bien compris qu'il n'avait l'adhésion de personne. Je parle du diplomate togolais Edem Kodjo, mais qui insiste. Finalement, ce dialogue, donc, c'est répondre au désir de M. Kabila. En fait, le seul désir qui vaille, c'est le désir des Congolais, le respect de l'alternance, de la Constitution. Et je crois qu'il faut saluer leur courage d'affronter, effectivement, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a eu 2 assassinats par les forces de l'ordre. Il faut saluer leur courage, leur détermination à faire respecter leur Constitution, leur calendrier électoral. Marie-Roger Billois, une réaction ? Oui, la réaction, c'est que les hommes politiques congolais ont une grave responsabilité parce que lorsqu'il y a une mobilisation populaire comme ça, ce qui compte derrière, c'est de traduire cela en un mouvement ou en disant une force qui puisse vraiment apporter le changement. Et mon souci, c'est qu'il y ait une désillusion après ça, parce que même si ils ont bien compris qu'ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. Eux-mêmes, c'est pas une foule, c'est rarement une foule, on l'a peut-être vu au Burkina, mais il faut des leaders politiques qui traduisent le mouvement, qui récupèrent le mouvement et en font quelque chose de construit et de... Bon, je voulais dire quand même aussi que le public, les Congolais sont soutenus aussi de l'extérieur, parce que c'est vrai, oui, l'Union africaine est très ambiguë et tout à fait exacte, mais on a vu quand même par 2 fois John Kerry demander à Kabila de respecter la Constitution. Ça, c'était une ingérence directe, mais qui a quand même du poids. Ça veut dire que, contrairement à certains pays... Et le Sénégal accueillir des organisations de la société civile. Exactement. Ouais. Donc voilà, il y a certains pays maintenant qui se positionnent comme, des modèles de démocratie et qui soutiennent ce mouvement-là. Mais moi, j'insiste sur la qualité des hommes politiques qui me semble pas présente dans le cas congolais. J'ai du mal à discerner qui c'est qui va conduire le mouvement, parce qu'on me parle encore de Tshisekedi, qui est un monsieur fort respectable. Voilà, Katumbi qui est maintenant en Afrique du Sud et qui, on a bien vu que sa candidature
est tombé un petit peu à plat. On ne sait pas, un mauvais moment, pas mauvais moment, on ne sait pas trop, mais pas avec l'assentiment des autres. Donc, il y a un problème de leadership politique dans l'opposition. C'est un avis que vous partagez, Nadir Djenad? Oui, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un scénario que l'on voit maintenant depuis plusieurs années sur le continent. C'est-à-dire qu'on a un dirigeant politique qui s'accroche au pouvoir, qui donc veut modifier la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Et on a une population avec une opposition. Alors quelquefois, effectivement, dans certains pays, on a une opposition qui est construite, qui est peut-être un peu plus déterminée, et dans d'autres cas, il y a une absence d'opposition ou une opposition qui se déchire. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est vraiment un scénario qui est, j'allais dire, classique. Malheureusement, il y a des drames, il y a des morts. Donc on a un président qui s'accroche, on a une partie de la population, voire peut-être une majorité de la population, qui demande des élections libres et qui demande une alternance politique. Et je suis assez d'accord avec Hassan, c'est vrai qu'il faut saluer le courage des Congolais qui manifestent et qui veulent un changement politique, qui veulent une transition, qui veulent une alternance politique pour l'avenir de leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, mais malheureusement, il y a toujours dans ces cas-là des drames et des violences. On reviendra sur le développement de cette actualité congolaise dans nos prochaines éditions. À présent, la crise burundaise, la première phase de la médiation, conduite par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, s'est achevée jeudi à Arusha. Peut-on parler de dialogue alors que ni l'opposition ni la société civile n'ont été conviés à cette rencontre à Assane Diop? Mais oui, là, on a vu effectivement dans ce cas du Burundi, en raison d'un autre chef d'État qui s'arc-boute au pouvoir, un troisième mandat présidentiel apparemment non constitutionnel de Pierre Nkurunziza. Il faut se féliciter effectivement de la relance de ces discussions qui étaient bloquées, on le sait, depuis la fin de l'année dernière. Toujours est-il qu'effectivement la principale plateforme de l'opposition a été exclue de ce premier tour de table avec comme facilitateur Benjamin Mpaka, l'ancien président tanzanien. C'est le retour à Arusha 16 ans après les accords qui avaient mis fin à la guerre civile, qui avaient fait quand même plus de 300 000 morts au Burundi. Donc retour à la case départ en quelque sorte du fait de Pierre Nkurunziza et son raidissement. Et Pierre Nkurunziza qui au fond impose, je dirais, son agenda, impose ses orientations, ses choix, et tout ça parce qu'effectivement, il a démontré que la communauté internationale, une fois de plus, qui se résume à l'Union africaine, à l'ONU ou à l'Union européenne qui finance ce dialogue, eh bien que cette communauté internationale est impuissante à lui faire, à lui imposer quelques directive ou que ce soit. Et du coup, effectivement, le CNARED a été exclu de ces discussions. Benjamin Mpaka va les consulter, mais rien ne dit que Pierre Nkurunziza acceptera de transiger, etc. En tous les cas, il est certain que ce monsieur ne renoncera pas à son mandat. Et je crains même le pire, c'est qu'au terme de ce mandat, il modifie la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Nadir Djenad, alors tout d'abord, il faut un dialogue qui se passe sur fond d'assassinat, puisque récemment un colonel a été assassiné. Effectivement, il faut rappeler quand même que cette crise a entraîné de nombreuses violences, de nombreux morts depuis presque un an. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, il y a déjà eu des discussions, une tentative de discussion, des pressions, comme le disait Hassan, de l'Union africaine, d'autres dirigeants africains, et puis la communauté internationale d'une manière générale. Mais effectivement, le gouvernement de Pierre Nkurunziza refuse de discuter avec cette plateforme de l'opposition, le CNARED, qu'elle rend responsable de la tentative de coup d'État de mai 2015 et des violences actuelles. Donc effectivement, pourquoi Pierre Nkurunziza aujourd'hui accepterait de dialoguer? Moi, je pense qu'il sera le grand gagnant, parce que dans ce genre de pourparlers, ce qui pourrait peut-être accepter, ce serait par exemple la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Et encore, on n'en est pas certain. Marie-Roger Bilois, c'est le non-respect des premiers accords d'Arusha signés en 2000 sous l'égide de Nelson Mandela qui a conduit à cette crise burundaise depuis un an. C'est vrai, c'est toujours quand on ne respecte pas les accords qu'il y a un problème, parce qu'il devait partir, il n'est pas parti. Et deux petites remarques. Lorsqu'on dit que la plateforme de l'opposition a été exclue, je me dis oui et non, parce que lorsque je ne veux pas, je veux pas les partis d'opposition sous le label plateforme, sous la forme, mais individuellement, ils peuvent venir. Ils ont été conviés individuellement. Donc moi, si je suis parti de l'opposition et que j'ai des problèmes avec ce monsieur au pouvoir, on y va tous.
Et après, on va pouvoir peser sur les décisions qu'on va prendre, peu importe qu'on s'appelle Sinared ou quel soit le parachute le parapluie qu'on se donne, peu importe. Mais ils ont refusé. Ça, c'est une erreur de leur part. Mais peut-être que petit à petit, ils vont venir. Mais deuxièmement, c'est des négociations sans ordre du jour. C'est quoi l'ordre du jour, hein? On fait quoi là? On vient négocier quoi? Tout ça n'est pas très clair. Et troisièmement, pour M. Nkurunziza, qui veut rester au pouvoir, ça fait 1 an qu'il est là. On ne voit pas ce qu'il a fait pour le pays. Tu veux rester au pouvoir, pourquoi? Montre les mesures que tu es en train de prendre pour l'unité nationale, pour le redressement économique, pour je ne sais pas quoi. Il se cramponne, on le voit juste cramponné au pouvoir pour être cramponné au pouvoir. On ne sait même plus pourquoi il va être au pouvoir. Donc il y a un problème, parce que je reste persuadé que si il avait utilisé cette année à faire des actes constructifs, je crois que ça aurait baissé la tension, on pourrait négocier sur des choses plus claires aujourd'hui. Mais il faut aussi rappeler à Assane Diop que la majorité des opposants sont aujourd'hui hors du Burundi. Ah oui, la majorité des opposants sort du Burundi pour la simple raison qu'ils sont menacés de mort. Il y a eu des violences qui ont été exercées également à l'encontre d'activistes des droits de l'homme, etc. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que, à mon avis, les discussions de paix sur le Burundi, les dés sont pipés dès le départ, parce que ces discussions ont été réclamées par les chefs d'État de la région. Or, la plupart des chefs d'État de la région traînent des casseroles. Voilà. Le Kenyan, il est en train de réprimer son peuple qui réclame une nouvelle commission électorale. Yoweri Museveni avait fait lui-même traîne des casseroles. Il avait changé sa constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il vient d'être réélu et il vient d'envoyer derrière les barreaux son principal rival et opposant. Comment voulez-vous que Yoweri Museveni, qui est considéré justement comme le patron de ces négociations de paix sur le Burundi, puisse faire la leçon à Pierre Nkurunziza? C'est une véritable imposture, une farce. Voilà. Nadir Djenad, alors la médiation tanzanienne a-t-elle plus de chances de réussir que celle menée il y a quelques mois par l'Union africaine, où on avait vu 6 chefs d'État venir discuter avec Pierre Nkurunziza pour un résultat nul? Écoutez, on peut se poser la question. Moi, je retiens cette phrase du médiateur, M. Benjamin Mbaka, qui dit « comprendre le nœud de la crise ». Espérons-le qu'il comprenne le nœud de la crise. C'est Nkurunziza. Donc, mais on peut quand même être sceptique. Effectivement, je suis assez d'accord concernant ces discussions qui sont mal engagées. Tout d'abord, ce sont des rencontres à huis clos. Il n'y a pas des échanges, par exemple, entre un représentant du gouvernement et un représentant de l'opposition, hein, pas la CNAREN, mais d'autres membres de l'opposition qui se sont déplacés. Donc c'est vrai qu'on peut être un petit peu sceptique, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, je ne sais pas si vous avez lu par exemple certains journaux ou des études de plusieurs experts de la région qui parlent quand même d'une situation de pré-guerre au Burundi. C'est-à-dire qu'on a vraiment une situation d'extrême violence. Récemment, la Fédération internationale des droits de l'homme et Amnesty International ont exhorté la communauté internationale à agir devant les violences, devant les meurtres, les viols et les violences qui sont commises, d'après ces ONG, par essentiellement les forces de sécurité liées au gouvernement de M. Nkurunziza. Assane Diop, on a le sentiment que la communauté internationale se désintéresse du cas burundais. Non, elle ne se désintéresse pas du cas burundais, c'est qu'elle a montré ses limites. Et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'intérêt majeur, au fond, qui intéresse les vrais acteurs de la communauté internationale. Il n'y a peut-être pas de matières premières. De pétrole. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, qui intéresse le grand monde pour qu'effectivement cette communauté internationale se montre déterminée, comme elle l'est dans un certain nombre de cas, il me semble. Voilà. Alors, Marie-Roger, eh bien là, la carte, certains estiment que la France a une carte à jouer, justement, dans le dossier de Burundi. Pour l'instant, elle n'a pas pris position. Justement, pas du tout. Et certains le regrettent, estimant que la France, qui a eu un contentieux assez lourd avec le Rwanda, a là la possibilité de revenir en essayant comme acteur pour la paix, voilà, et puis aussi d'être présent, parce que au Burundi, on dit qu'il se désintéresse, mais on a un envoyé spécial de l'Allemagne, de la Belgique, des Nations Unies, des États-Unis, et les Français n'y sont pas. Donc, il y a quand même des gens sur place. Et j'ai vu des Burundais qui estiment que la France aussi devrait y être, elle va apporter aussi sa pierre, et qu'elle a un rôle à jouer dans la mesure où c'est quand même une puissance très impliquée par ailleurs en Afrique.
et que voilà, que ce serait une erreur de porte-à-faux avec son histoire et l'opposition se rendrait. Mais justement que c'est l'occasion de se racheter Mm-hmm. complètement. Donc certains estiment cela. À présent, l'Afrique du Sud, le parquet est défavorable au rétablissement des poursuites contre Jacob Zuma. Le chef d'État devait répondre de plusieurs chefs d'inculpation pour corruption dans une affaire de contrat d'armement. Le reportage d'Emmanuel Godard. Jacob Zuma est de nouveau sauvé in extremis par la justice, pour le moment en tout cas. Le parquet est défavorable au rétablissement de nombreux chefs d'inculpation à l'encontre du président, pas moins de 783 charges dans des affaires de corruption. Le parquet va donc faire appel, sans pression aucune. S'il y a des suggestions selon lesquelles j'ai pu succomber à des pressions avant de prendre ma décision, je peux assurer le public aujourd'hui que ces allégations sont absolument ridicules et complètement infondées. Ces chefs d'inculpation sont liés à des commandes d'armement. Le président aurait touché des pots de vin de la part des fabricants. Des charges abandonnées en 2009, juste avant l'élection de Jacob Zuma à la présidence. Le président est déjà embourbé dans d'autres scandales. En mars dernier, la Cour constitutionnelle a reconnu Jacob Zuma coupable dans une affaire de corruption. Il doit maintenant rembourser une partie de l'argent public utilisé pour construire cette résidence privée en pays zoulou, 20 millions d'euros. J'appelle toutes les parties concernées, y compris les médias et les politiciens, à arrêter de se donner une posture politique sur ces questions. Personne ne devrait être jugé, acquitté ou condamné par la Cour de l'opinion publique. L'autorité nationale du parquet a le pouvoir constitutionnel de décider qui doit ou ne doit pas être poursuivi. Cet appel du parquet va permettre au président de gagner du temps, environ 1 an avant que l'affaire soit entendue. Hassan Diop, on peut estimer que Jacob Zuma est chanceux, parce que déjà en 2009, c'est ce même parquet qui l'avait sauvé in extremis et qui avait permis de se présenter à l'élection contre Thabo Mbeki. Voilà, donc Jacob Zuma traîne des casseroles, mais des casseroles en téflon en quelque sorte. Voilà, il se tire toujours d'affaire. Mais là, ce n'est qu'un répit. Il est vrai que c'est dans la procédure que le parquet, qui représente l'État en quelque sorte, a fait appel de la décision de la Cour de Pretoria. Reste que maintenant, c'est à la Cour d'appel à se prononcer. Mais tout ça va prendre de nombreuses années. Jacob Zuma, effectivement, est présumé coupable de fraude, de corruption, de racket dans ces histoires de vente d'armes. À l'époque, il était à la tête de l'ANC. Et comme le disait il y a quelques instants, au moment de la diffusion du sujet, Marie-Roger, c'est vrai que ça décrédibilise l'ANC, l'ANC au pouvoir depuis la libération de Nelson Mandela. Et c'est vrai aussi que ça met à mal cet héritage de Nelson Mandela. Et ce qui est le plus incompréhensible probablement pour les Sud-Africains, majoritairement noirs, c'est qu'on a aujourd'hui en Afrique du Sud, pas seulement Jacob Zuma, une élite noire très riche, arrogante, qui a reçu beaucoup de subsides et même des actions des grandes sociétés minières qui mènent un train de... Diamonds, comme on les appelle. Exactement, qui mènent un train de vie démesuré, tandis que la majorité des Noirs sont toujours de plus en plus pauvres. Et que même l'Afrique du Sud rurale, ils n'ont même pas procédé à la réforme agraire qui aurait pu aider le monde rural noir sud-africain à avoir un niveau de vie beaucoup plus intéressant. Je pense que voilà, aujourd'hui finalement cette élite noire est en train de décrédibiliser, de mettre par terre l'héritage et les espoirs nés finalement de cette dynamique qui avait présidé à l'arrivée au pouvoir de l'ANC et de Nelson Mandela. Nadir Djenad, à la décharge quand même de Jacob Zuma, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. De nombreux grands groupes français sont cités, mais ne sont pas poursuivis dans cette affaire de scandale de pot de vin. Effectivement, il y a plusieurs entreprises, il y a aussi les liens de Jacob Zuma avec une riche famille indienne, oui, effectivement.
effectivement, il y a de nombreux acteurs qui sont dans toute cette histoire. Mais moi, ce que je retiens essentiellement, et je suis assez d'accord avec Hassan, c'est la tâche qu'il y a sur l'ANC, sur la lutte anti-apartheid. Moi, je retiens cette phrase de Denise Goldberg, qui est membre historique de la lutte anti-apartheid, qui disait, il s'était dit attristé, je cite, que des personnes qui ont été héroïques aient pu à ce point dévier de leur chemin initial. Rappelons que Jacob Zuma a passé 10 années dans le bagne de Robben Island. Donc c'est une tâche, vraiment, ces ennuis judiciaires sont une tâche donc, sur la lutte anti-apartheid, sur Jacob Zuma. Et d'une certaine manière, moi... D'accord, Jacob Zuma a obtenu un sursis, mais je pense que l'ANC a aussi les cartes en main. C'est-à-dire que l'ANC, pour l'instant, soutient Jacob Zuma, mais rappelez-vous quand même le précédent Thabo Mbeki, c'est-à-dire que Thabo Mbeki avait démissionné, c'est pas le même contexte, c'est pas la même histoire, mais Thabo Mbeki avait démissionné parce qu'il avait été lâché par l'ANC en 2008. On sait que l'opposition, l'Alliance démocratique, a lancé une procédure de destitution, mais pour l'instant, elle a peu de chances d'aboutir, étant donné que l'ANC contrôle la majorité du Parlement et qu'elle soutient pour l'instant Zuma. Mais moi, je me pose la question, ce soutien, est-ce qu'il va être définitif, ou est-ce qu'au bout d'un moment, l'ANC, pour pas non plus sombrer aussi, va décider de lâcher Zuma? Marie-Roger Bilois, Jacob Zuma peut-il se maintenir jusqu'aux prochaines élections prévues en 2019 sans compromettre justement les chances de l'ANC de conserver le pouvoir? Je note déjà que tous les 3 sujets qu'on a traités aujourd'hui portent sur des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir. C'est vraiment assez caractéristique. Ah oui, il n'est pas en fin de mandat encore. Oui, c'est 2019. bon, mais quand même, on veut l'évincer là. Il résiste. Bon. Non, pour moi, j'irais même plus loin que Hassan. J'estime que on a affaire en Afrique du Sud à un système qui est issu de l'apartheid. Et on avait 2 sociétés, la société blanche qui était démocratique au sens européen, occidental, et à la fin de l'apartheid, tous ces combattants ont essayé de rentrer dans ce système et en fait n'ont pas réussi réellement. Et ils ne sont pas plus avancés que les autres pays africains, parce qu'on a toujours eu une espèce de complexe que oui, l'Afrique du Sud, mais quand on regarde de plus près, tout ce qu'on voit, des chefs, des leaders corrompus, des institutions, le fonctionnement des institutions qui est mis à mal, parce que c'est quand même très malmené. Et troisièmement, on voit quand même beaucoup de gens incompétents. Moi, ça me frappe à chaque fois. Je pars peut-être un peu plus loin, mais les Sud-Africains n'ont pas réussi cette transition démocratique, c'est-à-dire de la lutte vers... On a donc tout ce qu'a dit Hassan, la petite élite qui a profité de ce qu'on a appelé le Black Empowerment. On leur a donné, ce sont et on leur a octroyé des positions contre les autres. Et on ne voit pas le lien qu'ils ont fait avec le reste de la société. Et quand on regarde les autres pays africains, on voit juste cet héritage qui est donc une construction à la fois économique. On voit toutes les infrastructures dont ils ont hérité. Il faut tout le temps insister parce qu'ils ont tendance à être un peu arrogants par rapport aux autres Africains. Ils ont quand même hérité de tout ça. Et on ne voit pas comment ils s'en emparent pour le faire progresser à la manière qui était attendue d'eux. Absolument. Voilà, c'est plutôt un recul. Et tout l'épisode de Jacob Zuma, on a eu d'abord Mandela, ensuite Thabo Mbeki qui était très honorable, et maintenant on ne fait que descendre. Voilà, c'est des reculs évidents. Hassan Diop, c'est donc l'échec de l'ANC, comme le dit Marie-Roger. Absolument, c'est l'échec de la politique de l'ANC. C'est parce que sur le plan social, les attentes n'ont pas été satisfaites, parce que cette élite noire arrogante se construit non seulement n'accède pas à des logements mirifiques. Ingrat vis-à-vis des autres Africains qui les ont aidés dans la lutte. Absolument. On voit donc un Jacob Zuma qui a peut-être passé 10 ans en prison, mais qui aujourd'hui a construit quasiment tout un village, un club méditerranéen, je dirais, pour ses femmes, parce qu'il est polygame. Bon, c'est son droit, mais enfin, tout ça avec des deniers publics. Il a été reconnu coupable en février, il refuse de démissionner, etc. Il refuse de rembourser. Et tout ça, effectivement, ce n'est pas démocratique. Peut-être que les élections sont beaucoup plus démocratiques en Afrique du Sud qu'au Congo-Brazzaville, ou chez M. Kabila, ou je ne sais où, ou chez M.
Pierre Nkurunziza, reste que les acteurs politiques, les élites politiques sud-africaines, tous confondus, surtout les Blacks, je veux dire, ils n'ont absolument aucune leçon à donner aux autres dirigeants africains du continent. En un mot, Nadir Djenad, si Jacob Zuma venait à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat, qui pour lui succéder? Ça manque. Ça, c'est une très très bonne question. Je pense que ce serait quelqu'un de l'ANC. Ouais, voilà. Peut-être Julius Malemba, je ne sais pas. Non, Julius Malema est en rupture de banc. Il est en rupture de banc. Non, mais l'ANC reste une Il est machine. populiste et c'est un dangereux personnage. Non, mais une grande différence, par Marie-Roger, exemple, le mot de la fin. voilà, par rapport à RDC, etc., c'est qu'ils ont une machine puissante qui est l'ANC. Elle n'est pas encore... Elle reste pour le moment inébranlable. C'est-à-dire le pouvoir, pour le moment, sera Malgré les encore scandales. longtemps issu de l'ANC. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Marie-Roger Bilois d'Africa International et à Nadir Djenad de l'agence Reuters. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.